Bonjour et bienvenue dans Dissolution. L'actualité politique ne s'arrête pas. Cette semaine, on a appris que le ministre Lombard est intervenu personnellement pour aider les banques à faire du... cum-cum. Cum-cum. Non, comme en latin, cum-cum, ça veut dire avec. Roger. Roger. On y reviendra dans notre première rubrique pour voir comment le gouvernement a littéralement donné l'autorisation aux banques de frauder le fisc en toute tranquillité. On reviendra ensuite sur les événements qui ont pu passer sous les radars et notamment les nouvelles frasques judiciaires du RN ainsi que la disparition soudaine du député LR Olivier Marleix. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors, le cum-cum, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi c'est grave? Voilà ce qu'on va voir tout de suite. Le truc du cum-cum, pour la faire simple, vous prenez un actionnaire domicilié à l'étranger. Bon, cet actionnaire, par définition, il a des actions. Ces actions, en général, elles donnent des dividendes à intervalles réguliers. Normalement, ces dividendes sont imposés et un prélèvement à la source de 15 à 30% est appliqué. On en avait parlé dans une vidéo précédente, justement. Bon, jusque-là, ça va. Un actionnaire, des actions. Des actions, des dividendes et donc, normalement, impôt. Le truc cum-cum, c'est de prêter ses actions à une banque française, par exemple, juste avant le jour de l'année où les dividendes vont tomber et récupérer ses actions juste après. Le jour des dividendes, c'est la banque qui gagne les dividendes. En échange, elle va donner au véritable propriétaire des actions une rémunération équivalente aux dividendes. En bref, le jour des dividendes, la banque, à la fois, gagne les dividendes, mais perd la compensation. Bref, elle ne gagne rien. Et comme elle ne gagne rien, elle ne paie pas d'impôts. Le truc est simple. Quelqu'un qui paie des impôts sur les dividendes d'une action transfère cette action à quelqu'un, la banque, qui ne paye pas d'impôts sur les dividendes. Et après l'opération, la banque retransfère l'action à son propriétaire. Monsieur, voici le Yukon-kun. Avec cum-cum, le propriétaire récupère son action, récupère les dividendes mais ne paie pas d'impôts. Et la banque se prend une petite commission dessus, bien inférieure au taux d'imposition. Je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. On parle de sommes colossales. La magouille pour la zone euro, c'est près de 140 milliards d'euros en 20 ans. C'est le déficit français, c'est gigantesque. Pour revenir à la France, on parle de chiffres astronomiques. Plus de 33 milliards d'euros en 20 ans. Alors vous vous doutez bien que les parlementaires ne sont pas restés les bras croisés à rien faire. Mais ça n'a pas été facile, comme le raconte Jean-François Husson, le rapporteur général du budget au Sénat. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les cum-cum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Le problème du cum-cum, c'est que ces opérations de prêt de produits financiers sont en elles-mêmes légales. Mais ces opérations sont réalisées dans le seul but de ne pas payer d'impôts, et pas de changer la propriété des produits. C'est un peu comme si vous prêtiez votre grosse voiture de luxe à votre voisin pendant que vous vous faites contrôler par le fisc, puis que vous la récupériez après. L'objectif, c'est que le fisc ne voit pas cet argent, et ne vous impose pas dessus. Et pas vraiment de prêter votre voiture pour que le voisin s'en serve. Alors, pourquoi est-ce que tout ça revient au centre de la scène? Eh bien, le Parlement avait adopté une mesure anti-abus lors du budget de 2024. Concrètement, les banques devaient, sauf rarissime cas, prélever l'impôt sur les dividendes des propriétaires étrangers. Point barre. Le truc était simple et se voulait explicitement punitif. Comme les banques ont aidé tous ces gens à tricher gravement le fisc pendant des années, le législateur a sifflé la fin de la récré. Parce que souvenons-nous que les banques, au passage, s'étaient aussi enrichies en permettant cette fraude fiscale. En termes clairs, s'il y a fraude, eh bien, les banques elles-mêmes se sont enrichies. On reparle de cette affaire aujourd'hui parce que le ministre des Finances, Éric Lombard, avait publié en mars au Bulletin officiel des finances publiques, qu'on appelle le BOFIP, un rescrit fiscal, à la suite de demandes du lobby bancaire. Un rescrit fiscal, en gros, c'est la réponse de Bercy à des questions fiscales et qui détermine ce qui sera appliqué pour l'année en cours. La loi fiscale imposait ainsi à Bercy de collecter l'impôt sur les dividendes des actionnaires étrangers. C'était le dispositif anti-abus. Mais le ministre en a décidé autrement dans son rescrit fiscal. Alors, pour comprendre ce qui se passait à Bercy, Jean-François Husson, rapporteur général du budget de la Commission des finances du Sénat, est allé enquêter directement à Bercy. Et ce qu'il a trouvé est effarant. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source, comme le permet notre constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances. Elle offre au rapporteur général de la Commission des finances ou au président la possibilité de
procéder à des contrôles sur pièce et sur place de la bonne application de la loi fiscale. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, le rescrit fiscal exclut cette obligation de prélèvement de la taxe sur les dividendes si la banque ne connaît pas l'identité du propriétaire, ce qui est normalement le cas dans les transactions en bourse et en particulier dans les cas cum-cum. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée ? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée n'ouvre la loi à la non-application de l'impôt. Le truc est suspect en soi, parce que même les services de Bercy étaient contre. J'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française. Je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Alors, pour se défendre, les macronistes ont été inventifs. Argument numéro 1, la loi était confuse. Et il nous a semblé, avec les services de Bercy, que le devoir du gouvernement était d'expliciter, comme à chaque fois qu'il est nécessaire, la loi fiscale nouvelle, compte tenu de la complexité des matières qui sont touchées. Et je pense que les contribuables doivent connaître le cadre fiscal de façon claire et non ambiguë. Et nous savons que parfois ça demande de préciser les textes votés par le Parlement dans sa souveraineté. Et je ne pense pas que l'incertitude de ce côté-là soit une aide. Alors, la loi était-elle vraiment confuse ? La réponse est non. Certes, le Conseil d'État a bien précisé que la rédaction initiale devait être améliorée. Mais comme les députés l'ont rappelé, la précision avait été faite par un amendement du Sénat de Jean-François Husson. Ce n'est pas un amendement gouvernemental qui a essayé de boucher le trou, qui a été bouché par l'amendement du Sénat que nous avons, in fine, adopté en commission mixte paritaire. La loi n'était pas confuse. Les parlementaires ont écouté les leçons du Conseil d'État et ont proposé une solution, mais que le gouvernement n'a pas aimée. Argument numéro 2, le rescrit est mieux et n'entrave pas les contrôles. Ça veut dire qu'on soumet l'intégralité des transactions sur le marché réglementé à une retenue à la source préventive. J'ai craint qu'un tel dispositif nuise au fonctionnement de la place de Paris et se traduise par des transferts massifs des opérations sur d'autres places, notamment de l'autre côté de la Manche. Et les macronistes n'en sont pas restés là, et ils n'ont pas hésité à agiter le spectre un peu ridicule du marché. Mettre en place une retenue à la source systématique, c'est un élément qui serait pas susceptible de régler le problème de lutte contre la fraude, mais plus susceptible de gripper le marché. Il faut bien voir que derrière ces échanges, il y a un lien très fort qui est fait avec le financement de l'économie. Mais l'argument est carrément pourri. Ça se fait partout ailleurs. La France doit, selon moi, selon nous, suivre le chemin d'autres pays, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis par exemple, qui, eux, ont mis en place des dispositifs de lutte contre cette fraude. Sur le fond, la loi, c'est la loi. Si elle ne lui plaît pas au ministre, qu'il la fasse changer. Lorsque le peuple décide, notamment à travers ses représentants, c'est-à-dire à travers le Parlement, le gouvernement exécute ses décisions. Et pour rassurer tout le monde, Lombard nous explique que cette modification au BOFIP, le bulletin officiel de Bercy, en fait, c'est pour le mieux. Elle rend possible la mise en œuvre effective des dispositions votées par le Parlement. Encore une fois, elle n'entrave pas, et c'est évidemment un de mes objectifs principaux, l'action des services de contrôle. Ceux-ci pourront continuer à redresser les établissements payeurs s'ils démontrent que l'établissement payeur savait qu'il rentrait en relation avec un bénéficiaire non résident. Rassurez-vous, ça n'entrave pas le service de contrôle. Encore heureux, manquerait plus que ça. Mais comme Christine Haréguy l'a montré, cet argument est extrêmement problématique. Ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, au Sénat et en CMP, c'est à l'issue d'un groupe de travail qui a été constitué par des députés et des sénateurs qui sont impliqués sur ce sujet depuis très longtemps, qui connaissent le dispositif, qui en connaissent également
la façon dont les banques détournent et dont effectivement il y a poursuite sur la fraude. Mais en fait, la proposition que nous avons faite, c'est pour qu'il n'y ait plus à rechercher la fraude, puisque du fait du dispositif mis en place, eh bien à ce moment-là, les banques ne pourront plus frauder. Et oui, le législateur avait réfléchi à tout ça et sa réponse c'était « on interdit la fraude ». Point barre. Ils n'ont pas décidé de laisser la fraude et de compter sur les contrôles. Tout ça est très important parce que c'est le cœur de la politique de répression fiscale. Les parlementaires ont vu la puissance et l'efficacité des organisations bancaires et leur volonté absolue de frauder autant que possible. Face à cette prédation de grande envergure, les parlementaires, unanimement, ont décidé d'agir fermement. On ne contrôle plus, on démantèle tout simplement le système qui permet la triche. Et pourtant, ça n'a pas été l'option retenue par le gouvernement dans son BOFIP. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. Je n'ai reçu aucune explication claire sur le fond des raisons pour lesquelles le texte d'application avait ainsi été rédigé. Ouais bon, pas hyper surprenant non plus. Argument numéro 3, c'était un amendement soutenu par le gouvernement. C'est l'argument le plus bizarre des macronistes. Ce que Lombard a publié au BOFIP, c'était pas autre chose qu'un amendement déjà déposé par le gouvernement Barnier lors des discussions budgétaires de l'automne dernier. Quant aux précisions qui font aujourd'hui polémique et que vous avez mentionnées, elles avaient déjà été portées par le gouvernement lors des débats au Sénat. Alors nous aurions pu ne pas les réitérer. En résumé, On a un vrai problème. Parce que les sous-amendements, c'est pas vous qui êtes en cause, monsieur le ministre. C'est votre prédécesseur qui a déposé ce sous-amendement, qui a été rejeté par 2 fois. La question que je vous pose, c'est pourquoi vous avez passé outre à ce double rejet de la représentation nationale pour intégrer dans le BOFIP exactement l'inverse du sous-amendement qui avait été rejeté par le Parlement. Et le ministre ne semble pas trop perturbé par cette histoire, hein. Il comprend pas bien. Moi, ce que j'aimerais comprendre, et c'est une vraie question, sur quel point précis de la loi telle qu'elle est promulguée, le BOFIP ne respecte pas cette loi. Pardon ? Et sur la partie de la loi qui dit quoi ? Parce que je veux dire, c'est... oui, il a un peu joué à la truffe pendant toute l'audition. Hein. J'avoue, là, vous atteignez les limites de mes compétences. Concrètement, leur défense, c'est de dire « nous, au gouvernement, c'est ce qu'on voulait depuis le début ». Et en fait, ça montre bien le logiciel des macronistes. Ils ne savent pas perdre. Et quand ils perdent, ils font comme si c'était pas le cas. Donc même si leurs amendements et sous-amendements ont été rejetés en commission et en séance, c'est pas grave, ils font comme si de rien n'était. Et comment on peut justifier juridiquement et politiquement de ne pas appliquer quelque chose qui a été voulu par le législateur? Ça, c'est quand même une question qui continue à m'interroger. Imaginez ce que les fachos feront avec tous ces exemples s'ils arrivent un jour au pouvoir. Cette situation est d'autant plus scandaleuse qu'elle est le résultat direct de l'intervention du lobby bancaire. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. Mais rassurez-vous, pour le ministre, la fraude, c'est terminé et il n'y a pas de problème avec les banques. Si on considère qu'elle se poursuit avec ampleur, c'est que nous avons un problème dans l'attitude de nos banques. Et moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc je pars du principe que les dirigeants et les conseils d'administration des banques en question, ayant vu ces fraudes dans leurs établissements, ont fait en sorte d'y mettre fin. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, les banques disent pareil, hein. La fraude, c'est FINI. Terminé. Lorsque j'ai rencontré la Fédération bancaire française en novembre dernier, en novembre 2024, pour travailler sur ce sujet, que m'ont-ils dit ? Je dirais même que m'ont-ils écrit, puisqu'ils m'ont remis un document, et à la première page, en haut, en caractère d'imprimerie grand format et gras, je lis « Il n'existe pas de phénomène de fraude en France résultant de pratiques d'arbitrage de dividendes. » Notre équipe s'est procuré le document en question. Le voici. Voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Les députés, eux, ne se sont pas fait avoir par ces postures ridicules. Ils sont allés jusqu'au bout du raisonnement et ont montré qu'il y avait beaucoup d'alternatives à ce que le gouvernement avait fait.
J'aimerais dès lors vous formuler 2 propositions relativement simples à mettre en œuvre qui permettraient de lutter contre les CumCum, qui permettraient de mieux les encadrer par la loi et qui restera, quoi que nous fassions, à la merci de l'ingénierie financière et les efforts de lobbying de l'industrie bancaire. La première méthode consisterait à rendre les montages CumCum non rentables, ou du moins beaucoup moins rentables pour les banques. Pour cela, il s'agirait de généraliser le versement des dividendes en 4 échéances trimestrielles et non une échéance annuelle. Divisons donc par 4 le rendement d'une opération CumCum. Mais il y a d'autres idées qui viennent des US. La seconde méthode consisterait à s'inspirer du modèle américain, où les intermédiaires financiers se voient remettre un agrément leur autorisant à ne pas prélever de retenue à leur source lorsque le cas est légitime. Cet agrément peut leur être retiré si un abus vient à être constaté. Dès lors, les acteurs se tiennent à carreau, si j'ose dire, dans la mesure où la pratique des CumCum ferait peser un risque trop important de se voir interdire entièrement la pratique de l'exonération de retenue à la source. C'est en quelque sorte un contrat de confiance. Vous pouvez pratiquer l'exonération à la source pour les cas légitimes, mais au moindre abus, nous vous retirons purement et simplement le droit de le faire. C'est le mécanisme qui prévaut outre-Atlantique. Faire moins bien que les US en matière de contrôle financier, ça se pose là quand même comme réussite, hein. Alors bien entendu, ces propositions sont beaucoup moins favorables aux banques, qui en profitent beaucoup de tout ça. Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc? Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier, qui a lancé des perquisitions contre plusieurs grandes banques françaises. Je peux citer ceux du général BNP Paribas. BNP Paribas aurait profité de ces montages. Et qui c'est qui aurait commencé sa carrière au bureau des affaires internationales à la banque Paribas? Le suspect numéro 1 ou le suspect numéro 2? Je crois que c'est le numéro 2. Je le reconnais à sa tête de rongeur. Bon, on n'a pas de preuve qu'il aurait lui-même pratiqué le CumCum, mais le soupçon reste pesant. Il était aux affaires internationales, il y a près de 30 ans, dans une banque réputée pour avoir beaucoup utilisé ce mécanisme. Et aujourd'hui, il dit que les banques sont parfaites et qu'il faut pas trop les embêter. Mais en plus, son directeur de cabinet, Emmanuel Monet, il faisait quoi avant? Eh ben, figurez-vous qu'il a travaillé dans une institution financière, Worldline, qui a été accusée d'avoir opéré des milliards d'euros en paiement frauduleux ou contraire à l'éthique pour le compte d'acteurs réputés être les pires dans le e-commerce. Casinos illégaux, porno sauvage et même des arnaques. Donc, un ancien banquier et un ancien responsable important d'une entreprise soupçonnée de magouille se retrouvent à devoir décider comment contrôler les banques et leurs magouilles. La question de la crédibilité et de la légitimité démocratique de notre système est en jeu. Cette désinvolture des macronistes est gravissime, surtout qu'ils demandent aux citoyens de faire des efforts. Comment d'un côté demander 40 milliards d'euros d'efforts aux citoyens français et laisser de l'autre perdurer la fraude opérée par les banques? Je le dis donc très clairement, en ma qualité de rapporteur général de la Commission des finances, le retrait du texte d'application du gouvernement est pour moi une demande impérative du Sénat pour respecter la volonté et, je le redis, le vote souverain du Parlement. Pour faire consensus entre LR, LFI et même certains centristes, faut quand même avoir sérieusement déconné. Mardi prochain, Bayrou va annoncer son budget. On reviendra dessus dans un prochain numéro de Dissolution. La proposition de loi Duplon a été votée à l'Assemblée nationale. Votant 564, exprimé 539, majorité 270, pour 316, contre 223. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Sans surprise, c'est selon les lignes partisanes que tout s'est joué. La droite et l'extrême droite se sont alliés pour réintroduire les pesticides tueurs d'abeilles, augmenter la taille des méga-usines d'élevage et autoriser, encore une fois, les méga-bassines. Dans tout ça, la Macronie a bien joué son jeu droitier et a accompagné ce mouvement destructeur. Alors elle se pavane à l'Assemblée et prétend, comme à son habitude, être toute verte. Loin de nous complaire dans cette triste litanie de qu'est-ce qu'on pourrait faire et pourquoi ça ne marche pas, nous agissons. Car puisque vous demandez ce que nous faisons, la baisse des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 7 ans, c'est nous. La baisse de la pollution de l'air de 31%, c'est nous. La planification écologique avec ses différentes branches, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie
et plan national d'adaptation au changement climatique, c'est nous. L'augmentation de l'enveloppe du fonds Barnier, c'est nous. Le fonds vert, c'est nous. Le doublement du budget de l'écologie, c'est nous. Les 1,2 million de rénovation thermique financées par MaPrimeRénov', c'est encore nous. Les bonus écologiques, c'est encore nous. Le leasing social, c'est encore nous. Alors plutôt que rester les bras croisés, vous devriez plutôt nous battre avec nous. Ils mentent et ils truandent sans vergogne, mais ça, on a l'habitude. J'ai honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'ai honte, moi je viens de la société civile, et j'ai honte de faire ce métier de responsable politique. Oh, mais faut repartir dans la société civile, hein, parce que des menteurs et des bras cassés comme ça, on n'en a pas besoin. Et pour en comprendre plus sur les enjeux écologiques vitaux que cette loi attaque, on vous renvoie à la vidéo fouillée de Paloma sur le sujet. Ce vote, il est très grave. Notre planète brûle, les insectes disparaissent et les députés n'ont pensé qu'au petit profit de l'industrie agroalimentaire. La planète, le vivant, les humains, tout va y passer. Alors que faire ? Déjà, tout n'est pas fini. La loi sera probablement transmise au Conseil constitutionnel. Il n'est pas impossible qu'il la retoque un peu. Mais les observateurs un peu renseignés n'ont que peu d'espoir dans la bonne volonté du Conseil, présidé par notre bon vieux Richard Ferrand. Après, il reste nos gestes à nous. Le gouvernement veut tout empoisonner aux pesticides, eh bien, il reste encore la possibilité de manger bio. C'est plus cher, mais ça garantit moins de pesticides et autres intrants toxiques, et ça rémunère mieux les producteurs en général. Le problème, c'est que ça devrait être accessible à tous, on est d'accord, parce que l'agriculture biologique, c'est la seule alternative à cette agro-exploitation industrielle mortifère. Le RN a encore des ennuis judiciaires, et cette fois aussi, ça sent le roussi. Tout cela est invraisemblable, je vous le dis très honnêtement, tout cela est invraisemblable. Et moi, je considère que cette procédure, elle avait d'autres buts que celle qui est précisément indiquée par les magistrats, et que très certainement l'objectif de ces perquisitions que nous avons subies depuis ce matin visait très certainement à fouiller mon bureau, à fouiller les ordinateurs de mes collaborateurs et à aspirer l'intégralité des informations qui portent sur les activités électorales de notre mouvement. Oui, c'est une perquisition, quoi. Et oui, les eurodéputés du RN sont accusés par le Parlement européen d'avoir, encore une fois, mal utilisé des fonds européens pour enrichir leurs proches. En effet, le Parlement européen estime que le groupe Identité et Démocratie auquel appartenaient les eurodéputés du RN aurait passé des marchés irréguliers pour un montant global de près de 4,3 millions d'euros. Or, ces marchés auraient été passés sans mise en concurrence sérieuse et n'auraient pas respecté les règles en matière de commande publique européenne. Mais surtout, ils auraient bénéficié à des proches de Marine Le Pen à travers l'agence e-politique détenue par d'anciens membres du GUD. Ils auraient capté près de 1,7 million d'euros. Mais tenez-vous bien, parce que les emmerdes judiciaires, ça vole en escadrille. Mercredi 9 juillet, les locaux du parti d'extrême droite ont donc été perquisitionnés par des agents de la brigade financière et anticorruption, la BFAC. Le parti est suspecté d'avoir détourné un mécanisme légal pour dissimuler des dons. En effet, le RN a eu un recours massif aux emprunts patriotiques pour financer ses activités. En soi, ces emprunts ne sont pas illégaux, mais ils ne doivent pas être habituels. Plus important encore, il faut que ce soit des vrais emprunts. C'est-à-dire que ceux qui prêtent récupèrent leur argent. Sinon, c'est un don déguisé. Et ça, c'est interdit. C'est justement ce que cherchent à déterminer les agents de la BFAC. Les montants sont aussi importants. En 2024, le parti serait endetté de près de 15 millions d'euros en emprunts. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Marine Le Pen sera-t-elle triplement préventivement inéligible ? Affaire avec un S à suivre donc. Lundi 7 juillet, à l'Assemblée, une séance a été interrompue pour des raisons inquiétantes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, une terrible nouvelle et qui concerne l'un de nos collègues vient de me parvenir par décence et par respect et dans l'attente d'une confirmation, je vais suspendre quelques minutes. En effet, le député d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix, a mis fin à ses jours le 7 juillet dans son domicile de la ville d'Annette. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'immense tristesse de vous confirmer que notre collègue Olivier Marleix nous a quittés. C'est une onde de choc. La présidente lui rendra hommage dans les formes les plus solennelles demain à 15h. Dans l'attente et en sa mémoire, je vous propose de respecter une minute de silence. Olivier Marleix avait été président du groupe LR à l'Assemblée nationale de 2022 à 2024. C'est lui notamment qui avait mené les négociations autour de la réforme des retraites pour la faire adopter. Les députés, qui passent pourtant le plus clair de leur temps à s'insulter et se tirer dans les pattes, se sont alors rapidement transformés en paisibles êtres sensibles et émus. Je tiens à remercier, au nom de notre famille politique, les témoignages de tous bords qui se sont exprimés et qui ont rendu hommage à celui qui était respecté, parce que, quelles que soient nos différences politiques, il menait chacun de ses combats avec droiture et panache. Alors bon, l'hommage a rapidement tourné à la mise en scène un peu gênante. Mes chers collègues, dans quelques mois, nous rendrons collectivement hommage dans cet hémicycle, en présence de sa famille, à Olivier Marleix,
et je prononcerai à cette occasion son éloge funèbre. Que Braun-Pivet organise un hommage, c'est très républicain, mais elle parvient encore à tirer la couverture vers elle dans un moment qui aurait demandé plus de discrétion et d'humilité. Quel besoin d'un éloge funèbre dans quelques mois qu'on annonce maintenant? C'est un peu la méthode des macronistes. Macron avait fait pareil avec Gisèle Halimi, à qui il avait rendu hommage en grande pompe des mois après son décès. C'est encore et toujours pour faire de la com', fabriquer un moment politique pour attirer l'attention, même des mois plus tard. Par ailleurs, des discours parfois franchement complotistes ont été publiés sur les réseaux sociaux. En effet, Olivier Marleix avait enquêté sur l'affaire Alstom qui mettait en cause Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie de François Hollande. En plus, d'autres gens qui avaient aussi enquêté sur Alstom sont morts depuis janvier. Alors la twittosphère s'est emballée. Ça y est, on est dans un roman de John le Carré avec le président qui veut liquider des témoins gênants. En substance, les arguments de ces spécialistes du true crime, c'est que ce ne serait pas un suicide parce qu'il n'y avait pas de notes et qu'il avait l'air si bien la semaine dernière lorsqu'il défendait la proposition de loi pour prolonger le maintien en rétention administrative avant expulsion de certaines personnes. Cette proposition de loi trouve malheureusement un écho dans l'actualité récente, la libération d'étrangers dangereux ayant pu avoir des conséquences dramatiques. Je pense bien sûr, comme vous, Monsieur le ministre d'État, à Philippine Lenoir de Carlan et à sa famille, dont le meurtre en septembre 2024 a bouleversé la France. Oui, bon, c'était un député de droite, et c'est pas parce qu'il est mort qu'il était moins de droite. Mais pour en revenir au discours de ces pseudo-enquêteurs des réseaux, le suicide est un acte encore très mal compris. Et c'est pas récent. Un des ouvrages les plus importants de la sociologie moderne, c'est Le suicide d'Émile Durkheim. Dans cet ouvrage, pionnier en la matière, Durkheim s'attache à montrer qu'on comprend très mal pourquoi les gens passent à l'acte. Il essaie de comprendre pourquoi la société parfois pousse les gens à mettre fin à leur jour et finit par conclure que c'est quand même très compliqué. Mais que plutôt que de juger ou suspecter, la voie efficace c'est écouter et essayer de comprendre ce mal-être. Une information judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès d'Olivier Marleix. Le reste, ce sont des spéculations obscures de gens qui veulent trouver du sens politique, là où parfois il peut n'y avoir qu'une tragédie personnelle. Dans cette affaire, ce qui est gênant, c'est que d'un côté, les députés instrumentalisent un fait social, qu'ils utilisent pour en faire leur beurre médiatique sous couvert de rendre hommage. De l'autre côté, ces discours complotistes rajoutent un peu plus de délire à la douleur. Voilà pour cette fois. On se retrouve bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça permet de diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Dernier point, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, cela va faire 3 jours qu'Emmanuel Macron a retrouvé le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Les voleurs de grand chemin ont disparu. Ils se sont donnés à la haute banque. Alphonse Allais.